Mesdames et messieurs, bonjour. La journée du 20 décembre 2021 restera une date historique pour le Burundi, les Baroundis et pour tout le peuple d'Afrique des Grands Lacs. La Commission Vérité et Réconciliation CVR en sigle, chargée d'enquêter sur les massacres qui ont émaillé l'histoire de ce pays, a en effet rendu son rapport devant l'Assemblée nationale et le Sénat, réunis en congrès pour la circonstance. Dans son rapport d'étape, la CVR a solennellement conclu que les massacres de 1972 à 1973 qui ont visé l'ethnie Hutu constituent un génocide et dont le seul responsable est le régime du colonel Michel Micombero au pouvoir à l'époque des faits. Créée en 2014, la commission Vérité et Réconciliation, CVR, avait pour mission d'ouvrir la voie à la vérité et à la réconciliation pour permettre au Burundi de tourner la page des massacres ayant frappé ce pays depuis son indépendance en 1962. L'Assemblée nationale et le Sénat ont validé les conclusions de ce rapport. Pour nous en parler, nous avons dans nos studios M. Aloïse Batungwanayo, qui est commissaire à la communication au sein de la CVR. Bienvenue chez nous, M. Aloïse Batungwanayo, commissaire à la commission Vérité et Réconciliation du Burundi. Comment allez-vous à Bujumbura? Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Ici à Bujumbura, nous allons bien. Et après le rapport d'étape, le troisième rapport d'étape de la commission Vérité et Réconciliation, je dois dire que les gens sont calmes. C'est le cours de l'histoire du Burundi qui vient de changer. Voilà, les gens sont en train de commenter sur le rapport, sur les résultats et surtout de la qualification. Mais le climat est vraiment calme. Écoutez, vous l'avez si bien dit. Effectivement, nous allons parler d'ailleurs de ce sujet parce que tout le monde a été frappé par le calme, la sérénité et la sérénité qui a accompagné le travail de la CVR pendant les dernières années et surtout le résultat qui a été annoncé hier par le président de la CVR. Pour ceux qui ne connaissent pas cette abréviation, CVR, ça veut dire Commission Vérité Réconciliation. Alors, précisément, avant de parler de cet événement historique qui est intervenu hier, c'est-à-dire on va en parler tout à l'heure, l'annonce d'une grande décision solennelle prise par votre commission. Est-ce que justement vous pouvez nous présenter la CVR? Qu'est-ce que la CVR? Depuis quand elle existe? Pourquoi elle a été créée? Quels sont ses objectifs? Et la mission principale de la CVR? Merci beaucoup, cher ambassadeur. La CVR, en fait, je dirais qu'elle prend origine dans les négociations de paix et pour la réconciliation d'Arusha et puis de l'Afrique du Sud et qui ont commencé en 1996 entre les partis en conflit au Burundi. Vous vous souviendrez que dès l'assassinat du premier président élu démocratiquement, Melchior Ndadaye, il y a eu une guerre civile qui a suivi. Et puis, pour terminer cette guerre civile, il y a eu des négociations qui ont commencé en Tanzanie d'abord, pour terminer à Pretoria, en Afrique du Sud. Et donc, le 28 août 2000, il y a eu un accord de paix pour la paix et la réconciliation qui a été signé à Arusha, en Tanzanie. Cet accord a été signé par 19 partis. Entendez par parti, partis politiques, le gouvernement et l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il y avait des mouvements rebelles également, des partis politiques agréés, des mouvements rebelles. Le gouvernement du Burundi de l'époque, de la transition, c'était le major Pierre Buyoya qui était président de la République et l'Assemblée nationale. Ils ont signé alors cet accord. Mais l'accord n'a pas été mis en application. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore deux mouvements très actifs sur le terrain
qui n'avait pas signé cet accord de paix pour l'accord de paix d'Arusha. Le CNDD-FDD n'a signé que le 16 novembre 2003. Le Palipeutu FNL n'a signé l'accord global de cessez-le-feu que le 16 septembre 2006. Vous comprenez que l'accord d'Arusha n'a pas été directement mis en application dans toute sa lettre et son esprit. Là, je vais dire justement la question de la vérité et réconciliation dans le protocole 2, chapitre 2, qui parle de la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle. C'est-à-dire, il fallait mettre sur pied une commission nationale vérité et réconciliation, CNVR, après 6 mois de l'accord d'Arusha, c'est-à-dire au mois d'avril 2001. Mais comme je l'ai dit, je l'ai expliqué, il y avait encore la guerre qui faisait rage dans tout le pays. Donc, la commission n'a pas été mise en application. Il y avait également la mise sur pied d'un tribunal spécial, international d'ailleurs, pour juger les crimes qui ont été commis. Cela n'a pas été fait. Les négociations entre le gouvernement du Burundi et les Nations Unies ont dès lors commencé en 2001 jusqu'à ce qu'en 2007, il y ait un accord qu'on a appelé accord cadre entre le gouvernement du Burundi et les Nations Unies. Ça a été signé le 2 novembre. Cet accord cadre stipulait qu'il va y avoir cette fois-ci une commission vérité et réconciliation. Vous comprenez que le mot national a disparu. Et après, ils se sont entendus qu'il pourrait y avoir, après les travaux de la CVR, qu'il pourrait y avoir un tribunal spécial pour le Burundi. Voilà en fait l'origine de la CVR au Burundi, qui est de l'accord d'Arusha en fait. Ce n'est qu'une mise en application de l'accord d'Arusha. Eh bien, alors, en 2014, au mois de mai, il y a eu cette fois-ci alors la loi sur la commission vérité et réconciliation. Et les commissaires ont été élus au mois de décembre 2014 et ils sont entrés en fonction. Ils ont travaillé jusqu'au mois de novembre 2018. Ça, c'est la première équipe de la commission vérité et réconciliation. Et leur mandat a pris fin. Et voilà, maintenant, il y a eu une autre équipe qui a été mise sur pied pour remplacer la première équipe qui vient de travailler pendant 3 ans, depuis 2018, au mois de décembre 2018, jusqu'à aujourd'hui. Cette équipe vient de rendre le 3e rapport d'étape parce qu'il est stipulé que chaque année, il doit y avoir un rapport d'étape. Maintenant, la CVR aujourd'hui, composée de 13 commissaires, vient de rendre au Parlement, comme la loi le stipule, le 3e rapport d'étape. Et je vous dirais que avant cette mise en application, plutôt avant cette mise sur pied de la CVR, il y a eu, je dirais, le président d'Aïzé Domitien, de la 2e transition, c'est-à-dire 2003-2005, a essayé de mettre sur pied la CVR. Il a même fait promulguer une loi. Il a fait un appel pour les commissaires. Malheureusement, ce mandat a pris fin directement avant que les commissaires ne soient recrutés. Voilà en fait les péripéties dans lesquelles le Burundi est passé pour mettre finalement sur pied une commission vérité et réconciliation qui aujourd'hui vient de faire ses 7 ans avec un rapport aujourd'hui de 5116 pages. Je vous remercie beaucoup pour cette introduction. Vous avez dit qu'en 2018, il y a eu un changement d'équipe.
C'était un Ouais. changement d'équipe qui supposait aussi un changement de cap, d'objectif, ou c'était dû à juste un changement de fonctionnaire ou de commissaire? C'était juste beaucoup plus un changement de commissaire parce que la première équipe venait de terminer son mandat, mais également c'était une façon de réviser un tout petit peu la loi. La loi parce que la loi de 2014 disait que il fallait travailler depuis le 1er juillet 1962, le jour du recouvrement de l'indépendance du Burundi, jusqu'au 4 décembre 2008. Le 4 décembre 2008, ça signifie la fin de la belligérance au Burundi, le jour où le dernier mouvement rebelle, Palipeutu FNL, est devenu un parti politique. Et alors, avec la nouvelle loi, notre mandat s'étend du 26 février 1885. Pourquoi le 26 février 1885? La référence est celle du début de la conférence de Berlin pour départager l'Afrique par les colonisateurs. Très bien. Ben justement, là, vous soulevez une question. Si la période sous examen au niveau de la sévère part de 1885 à ce jour, si j'ai bien compris, Ouais. pourquoi hier, le 20 décembre, l'étape qui a été soumise au Parlement, c'est-à-dire au Sénat et au Parlement, concerne les événements de 72? Ça veut dire qu'avant 72, il n'y a rien eu, ou vous avez préféré mettre un peu en exergue cette période, ce génocide des Hutus de 72? Eh bien, la réponse est simple, en sous plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est que les violations massives des droits de l'homme au niveau national commencent avec 1972. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au niveau national, les Bahutus et les Batutsi commencent à s'entretuer à partir de 1972. Je dis bien au niveau national. Parce qu'avant 65, il y a eu des massacres dans une province, d'ailleurs dans deux communes. En 62, il y a eu des massacres seulement dans une zone. Mais les premiers massacres au niveau national commencent en 1972. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, on s'est dit, aujourd'hui, 49 ans après, il y a encore des témoins, des victimes, des présumés auteurs, carrément des témoins. Et là, on s'est dit, il faut faire le plus vite possible pour au moins sécuriser ces témoignages. La sécurisation des témoignages, c'est-à-dire enregistrer, avoir leurs témoignages. Le quatrième aspect, on a commencé par 1972 parce que on ne pouvait pas, selon la documentation sur les massacres commis au Burundi, on ne pouvait pas comprendre les massacres de 1988, les massacres de 1991, la guerre civile de 1993, sans comprendre ce qui s'est passé en 1972. Et voilà donc les quatre aspects principaux qui nous ont poussé d'abord à traiter 1972 en fait d'entamer d'autres périodes qui seront faciles parce que déjà il y a un background déjà compris. On n'a pas voulu commencer en 1800 plutôt 85 parce que là, ce n'est qu'une recherche documentaire. Il y a plus de témoins de 1800, des années du 19e siècle, disons du 20e siècle, il y en a très peu, disons jusque les années 60. On a dit c'est une recherche documentaire qu'on pourra faire après, juste après les massacres de 1972.
Je pense que cette démarche est tout à fait compréhensible, hein. C'est la priorité d'abord la mémoire et il ne faut pas passer trop de temps, sinon la mémoire se perd. Il ne reste que Voilà. la documentation, alors que maintenant, vous avez effectivement des témoins vivants dont certains ont vécu ces événements, dont certains ont échappé à ces massacres, à ce génocide, et dont d'autres, effectivement, qui sont vivants, ont participé à ces massacres. Voilà. Est-ce que, justement, le fait qu'il y ait encore des acteurs des événements de 72, souvent on les appelle pudiquement les événements de... Jusque-là, on parlait des événements de 72. Moi, les ayant vécu sur place à Bujumbura, je disais souvent le génocide de 72, mais le fait qu'il y ait justement encore des acteurs vivants et qui sont peut-être encore importants dans la vie, dans la société burundaise, ça ne vous a pas posé de problème particulier? Est-ce que ça, en fait, le travail de la CVR, ça a été un fleuve tranquille où il y a eu des problèmes au passage de vos travaux? Ben, les défis, il y en a eu, bien entendu. Les défis, il y en a eu parce que il y a certains de ces acteurs qui ont fui le pays, pour des raisons diverses qu'on ne connaît pas parce qu'on ne les a pas encore eus pour récolter leurs témoignages. Il y a des acteurs, justement, qui étaient au centre. Là, je cite, parce qu'il a été cité officiellement, Simanani Artemon, qui fut à l'époque le noyau même, qui faisait partie du noyau dur d'ailleurs, qui aujourd'hui, le rapport de la CVR le prend comme le principal auteur après le président de la République. Donc, il est encore en vie. Il y a d'autres qui sont encore en vie, mais qui ne sont pas au Burundi. La plupart d'autres acteurs, franchement, au Burundi, je vais dire au niveau des planificateurs, ils sont morts, ils ne sont plus sur ces terres, mais nous avons bien entendu interrogé d'autres acteurs au niveau local. Des difficultés, il y en a eu parce qu'au Burundi, il y a ce que moi j'appelle la collectivisation du crime ou la collectivisation du statut de victime. Aujourd'hui, il y a, je dirais, des acteurs ou des auteurs présumés par transitivité ou par transmission lignagère. Aujourd'hui, il y a les familles des acteurs, les familles des présumés auteurs. Et bien, ces gens-là sont actifs dans la vie sociopolitique du Burundi et malheureusement, ils ont tendance à défendre les agissements de leurs parents, et comme s'ils étaient auteurs. Et à ce moment-là, il y a eu certaines intimidations, mais la CVR avait mis en place une stratégie de communication pour tranquilliser les uns et les autres, parce que la Commission Vérité et Réconciliation n'est pas une juridiction. On les tranquillisait, c'était juste pour des responsabilités historiques, c'est pour écrire l'histoire, c'est pour redorer la dignité des victimes, ce n'est pas pour prendre des sanctions pénales. Et donc, les gens ont compris par après, petit à petit, qu'il fallait s'ouvrir, il fallait donner des témoignages. Ce qui a été fait par même des auteurs. Nous avons interrogé des gouverneurs militaires. Nous avons interrogé un membre du conseil de guerre. Ils sont venus avec peur, ils commençaient avec peur, mais au fil du temps, ils s'ouvraient et ils disaient vraiment, je dirais, ils donnaient des témoignages à cœur ouvert. Sachant que la justice est quand même indépendante, est-ce qu'il y a une sorte d'amnistie générale pour ces crimes ou non, c'est juste pour rassurer les gens? Il n'y a pas une amnistie générale sur ces crimes, mais la loi burundaise, aujourd'hui, éprouve des difficultés à pouvoir poursuivre ces gens-là
parce que le code pénal, n'étant pas rétroactif, a intégré les crimes de génocide et crimes contre l'humanité en 2009. Et vous comprendrez que les crimes étant faits d'abord en 1972, il a fallu d'abord une loi spéciale qui est de la CVR pour d'abord mettre en place, plutôt mettre à nu la lumière et d'abord connaître la vérité. Et la loi sur la CVR, en son article 58, stipule que lorsque la CVR se saisit d'un dossier, même devant les juridictions nationales, les juridictions nationales sont obligées de se dessaisir de ce dossier. Vous comprenez qu'il ne pouvait pas y avoir double jeu, que les juridictions nationales puissent s'occuper de 72 alors qu'il y a la commission spéciale. D'accord. En fait, ça veut dire qu'il y a quand même une brèche au principe d'imprescriptibilité des crimes contre le droit humanitaire international, contre les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, le génocide. Il y a une petite brèche tout de même. Oui, donc, je dois dire que nous avons travaillé selon non seulement les lois nationales, mais également selon le droit international humanitaire. C'est comme ça que nous avons qualifié. Si nous sommes inspirés du droit international humanitaire, c'est-à-dire que les crimes de génocide et les crimes contre l'humanité qui ont été démontrés hier restent alors inamnistiables, reste imprescriptible. Tout à fait, tout à fait. Dans ce cadre, d'ailleurs, est-ce que la Commission est inclusive, puisque nous sommes dans une société quand même où l'ethnie importe beaucoup. En l'occurrence, là, on parle du génocide contre les Hutus. Est-ce que les travaux de la Commission comprenaient aussi des Tutsis, notamment comme membre de cette commission, pour marquer le caractère inclusif de cette commission nationale? Bien entendu, la commission est composée de 13 commissaires, dont un membre de l'ethnie Batwa et de 5 commissaires qui proviennent de l'ethnie Batutsi et enfin de 7 commissaires qui proviennent de l'ethnie Bahutu. Donc, il y a l'inclusivité, c'est même au-delà des 40% réservés aux Batutsi dans les institutions. C'est plus que 40%. Et même dans le staff, il y a des Bahutu et des Batutsi. Donc, l'inclusivité au niveau ethnique, au niveau genre, au niveau même régional, nous provenons des 10 sur les 18 provinces. Et au niveau politique, est-ce que les commissaires membres de la CVR sont indépendants ou ils peuvent aussi appartenir à des partis politiques? Bon, l'appartenance à un parti politique n'est pas exclue, mais les commissaires ont été élus par des candidatures libres. Aucun parti politique n'a envoyé un commissaire. Aucune religion, aucune église n'a envoyé un commissaire. Les candidatures étaient libres, individuelles, et nous avons été élus de façon individuelle. Et au niveau de la CVR, les partis politiques n'ont aucun rôle dans nos travaux. Une fois encore, le Burundi donne un bon exemple parce que effectivement, l'inclusivité, elle est patente là. Sur le plan de la répartition ethnique, c'est un très bon exemple que pourrait vous envier certains pays de la région. Et l'élection des membres, ça a été fait par le Parlement ou par une autre instance? Ben, ça a été fait par le Parlement. D'abord, la procédure, on fait un appel à candidature. Il y a un appel à candidature avec des critères et les gens déposent les candidatures. Ils
ils passent un test, je dirais un test écrit, un test de connaissance, et les sélectionnés, on a sélectionné, nous étions autour de 180 candidats, et on a sélectionné parmi les 180 candidats le premier test écrit. On est resté 33, et parmi les 33, alors, nous avons été présentés devant le Parlement réuni en congrès. Nous avons fait campagne, et des 33, le Parlement a élu les 13 commissaires. Et après avoir élu les 13 commissaires, le Parlement a également élu le bureau. Et après ça, il a envoyé la liste des 13 commissaires élus pour nomination par le président de la République. C'est le président de la République qui décrète le texte, qui nomme ses commissaires, mais il ne change rien, il ne fait que légaliser les votes du Parlement. Voilà qui est bien expliqué. Ça nous permet d'entrer dans le vif du sujet, même si ce que vous venez de nous présenter aussi, ça nous trace le contexte et surtout l'objectif et comment la CVR a été mise en place. C'est très important parce que beaucoup s'imaginent, certains critiques disent que oui, la CVR, ça a été une nomination par le parti dominant au Burundi, le CNDD, FDD, que la CVR, c'est vraiment excellent de nous l'avoir expliqué. Comme ça, tout le monde sait que d'abord, ce n'est pas des nominations. Vous avez été élu sur base de candidatures présentées par chacun et vous n'étiez pas 20, vous étiez une centaine. Voilà. Pour arriver à 13 membres, il a fallu beaucoup de démocratie. Alors, nous revenons justement à la journée historique d'hier. Hier, donc, on a vu sur les écrans de la télévision burundaise et dans certaines presses même, alors que jusque-là, la presse occidentale, la presse belge, la presse française, la presse européenne ne s'intéressait pas beaucoup aux travaux de la commission, vraiment. Et on a vu ce matin des articles du Figaro et de certains autres journaux parler et annoncer l'événement d'hier, c'est-à-dire la proclamation solennelle par le président de la CVR. Et donc, c'était une déclaration officielle que en 1972, le régime de Michel Micombero a commis un génocide contre les populations Hutus du Burundi. C'est clair, ce crime n'a pas été commis par une ethnie donnée, c'était un régime au pouvoir qui a commis ce génocide. Après cette déclaration, après cette proclamation, pensez-vous que le Burundi est en marche vraiment vers sa réconciliation que tout le monde appelle de ses voeux? Est-ce que vous pensez, après cette étape, entrer vraiment, même si c'est déjà fait, entrer dans la phase de réconciliation et de fin de la méfiance interethnique? Ben, moi, je suis confiant. Je suis confiant. Pourquoi? Parce que il y a eu un blackout total sur le génocide de 1972-1973. Maintenant, nous l'appelons génocide parce que hier, la CVR a présenté son rapport de qualification qui a été adopté par le Parlement du Burundi. Donc aujourd'hui, c'est le génocide commis contre les Bahutus en 1972-73. Maintenant, les Barundis, pas seulement les Barundis, les gens de la région des Grands Lacs qui ont été longtemps manipulés parce qu'on ne va pas y retourner. Le Congo a participé, à l'époque, il s'appelait le Congo, il a participé dans ce génocide parce qu'il a envoyé des militaires. La Tanzanie a participé dans ce génocide parce qu'il a envoyé des cargaisons d'armes. Et donc, ils ont été manipulés. Ils ne savaient pas qu'il y avait un génocide qui était en train d'être commis. Donc, je dis que la vérité
vient d'être connu et ça change le cours de l'histoire du Burundi. Ça change également le cours de l'histoire de la région des Grands Lacs, pourquoi pas même d'autres pays. Et donc, cela va ouvrir la voie, l'autoroute à la réconciliation. Pourquoi? Parce qu'il y avait des mémoires collectives, des mémoires parallèles. Je vais dire des mémoires des Batutsi, une mémoire collective des Batutsi, qui pour eux, 72 était un génocide contre les Batutsi. Parce que le régime de l'époque, il a sorti des livres pour montrer qu'il a arrêté un génocide contre les Batutsi. Et donc, cette mémoire a été transmise de génération en génération. Aujourd'hui, la communauté Batutsi au Burundi était convaincue qu'en 72, il y a eu plutôt un génocide contre les Batutsi. Il y avait également une autre mémoire collective de la part des Bahutus qui, cette fois-ci, étaient blessés pour être massacrés d'abord, mais également pour des conséquences qui ont suivi, par exemple, le refus au rituel autour de la mort, qui jusqu'à aujourd'hui était plutôt considéré par la communauté Batutsi qui a dominé le Burundi depuis jusqu'en 1993, qui les considérait plutôt comme des auteurs, alors qu'ils étaient des victimes. Aujourd'hui, je suis avec dans des groupes, des promotionnaires à l'université ou ailleurs, dans ma province d'origine, et des gens qui ont dit, mais hier, nous avons entendu des révélations. Ça, c'est des Batutsi. On ne savait pas que les choses se sont déroulées de cette manière. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, la vérité commence à être connue et cette vérité, comme la Bible le dit, la vérité va affranchir les Barundi qui vont se considérer comme des Barundi, non pas comme des Bahutus et des Batutsi, ou qui ne vont plus, cette fois-ci, se considérer comme eux et nous, qui ne vont plus s'accuser mutuellement sur ce qui s'est passé en 1972. Dès maintenant, ils vont dire qu'il y a eu un régime Michombero avec ses collaborateurs parce qu'ils sont connus, nous avons la liste. Maintenant, ce n'est plus les Batutsi qui ont commis un génocide, c'est un régime avec des noms bien connus. Ce n'est plus tous les Bahutus qui ont été victimes. Nous allons établir la liste des victimes et les familles des victimes. Donc, ça va enclencher plutôt le processus de réconciliation parce que les Bahutus maintenant ne vont plus considérer un Mututsi de 25 ans, de 30 ans, de 40 ans comme un génocidaire. Ce qui était aujourd'hui le cas parce que c'était la globalisation. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y aura des Barundi, des Bahutus et des Batutsi qui vont se comprendre comme n'étant pas acteurs de ce génocide. Et les victimes dans tout ça, parce qu'il y a quand même encore des victimes, hein, ou plutôt des familles des victimes, est-ce qu'elles seront indemnisées par l'État burundais? Comment cela va-t-il se passer après? Parce que c'est vrai qu'il y a une sorte d'assurance morale, la réconciliation, il n'y a plus de globalisation, très bien. Mais les victimes, les familles des victimes, les veuves, les orphelins. Je dois vous dire que la première réparation, c'est cette reconnaissance du crime de génocide dont ils ont été victimes. Ça, c'est la première, je dirais, la première réparation. Parce que maintenant, ils vont commencer à organiser des levées de deuil définitives. Parce qu'ils étaient toujours en deuil. Souvenez-vous, ils étaient toujours considérés comme des Bamenja, des Moulélés, donc des animaux. Aujourd'hui, leur dignité commence à renaître. Il y a déjà ce que moi je pourrais appeler la renaissance. Eh bien, en matière de réparation matérielle, en matière de restitution, la CVR, hier même, a recommandé que les biens spoliés qui sont toujours là-bas, comme les propriétés foncières, comme les maisons, pourquoi pas
les comptes en banque et qui ont été spoliés, les banques seront obligées, c'est une recommandation que la CVR a émise, que les banques vont devoir réparer, que les assurances comme Sotabou ou INSS vont devoir réparer ces victimes et ces propriétés foncières qui sont toujours là vont devoir être restituées. Donc, c'est un processus qu'on a demandé au gouvernement qui doit mettre en place un mécanisme pour la restitution. Mais également, nous avons demandé qu'il puisse y avoir un programme de demande et d'accord de pardon. Ça constitue justement une des mesures à la réconciliation. Bien sûr, aussi un exercice de mémoire, peut-être des commémorations. Est-ce qu'il y a un jour prévu, par exemple, par an, une fois par an ou plusieurs fois par an, pour la mémoire, pour commémorer les victimes? Ça fait partie du package ou pas? Parmi les recommandations, justement, la CVR a demandé, et d'ailleurs, le Parlement en a fait sien, la journée en mémoire du génocide de 1972. Donc, ça, on va attendre le gouvernement du Burundi, mais également le Parlement, cette fois-ci, c'est des résolutions du Parlement. Le Parlement a demandé qu'il y ait adoption d'une loi mémorielle. Et là, une loi mémorielle qui va mettre en avant le pardon, mais qui va justement sanctionner le révisionnisme et le négationnisme. Donc, il y a plusieurs recommandations qui ont été adressées au gouvernement, mais également aux partenaires multinationales, mais également spécialement à la Belgique, à l'Allemagne. Pourquoi? Parce que l'exacerbation de l'ethnicisme au Burundi émane des missionnaires catholiques, émane de la colonisation allemande et belge. Et donc, les trois organisations internationales ou pays ont été également demandés de participer, de reconnaître ce génocide. En fait, les Nations Unies, pour qu'ils puissent reconnaître également ce génocide, afin que d'autres mesures de réparation puissent suivre le cours normal. À cet égard, justement, je pense à une association que je connais très bien, l'association des parents et enfants des victimes du génocide de 72. Parce que cette association existe depuis un certain nombre d'années et elle parlait déjà du génocide de 72. Est-ce que cette association a pu ou a été appelée à participer aux travaux de la CVR ou pas du tout? Bien entendu, au moment où on procédait aux exhumations, l'association était associée pour trouver les victimes qui puissent témoigner. L'association a été toujours de côté de la CVR pour nous montrer les témoins qui peuvent nous donner leurs témoignages et on doit dire merci bien sûr à cette association. Ce n'est même pas une association, c'est un collectif. C'est un collectif, oui, c'est ça. Oui, c'est un collectif des survivants de ce génocide qui nous a beaucoup aidés et on doit dire merci à ce collectif. Non, je disais association au sens juridique du terme, quoi. C'est un statut d'association en fait, même si c'est un collectif. Voilà. Alors, ceci dit, on parle souvent, d'ailleurs j'ai lu un écrit de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Marie Ngendahayo, qui réagissait à la proclamation du génocide faite hier devant le Parlement, devant le Congrès, où il disait dans un point, il a cité plusieurs points, plusieurs observations, dont celle relative à la qualification du terme génocide. Alors, il écrit: la qualification du terme génocide relève, en fin de compte,
d'une validation par les instances des Nations Unies. Ce n'est pas mon point de vue, mais Jean-Marie Guédara, que je connais quand même, l'écrit. Qu'est-ce que cela peut vouloir signifier? Que la sévère a décidé ultra petita, c'est-à-dire qu'elle aurait dépassé un peu sa mission, ou comment vous avez compris cette déclaration, vous? Bon, la sévère n'a pas du tout allé au-delà de ses missions. C'est d'ailleurs dans l'article 6 de la loi sur la sévère qui demande à la sévère de procéder à la qualification des crimes commis depuis 1885 jusqu'en 2008, selon le droit international humanitaire. Ça, c'est de un. De deux, le Burundi a ratifié la Convention sur le crime de génocide. Le Burundi a adhéré à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et si le Burundi a adhéré à cette Déclaration universelle des droits de l'homme, ce n'est qu'une déclaration et cela permet à la Commission Vérité et Réconciliation de pouvoir qualifier. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, et si c'est l'ONU qui doit qualifier, mais bon, c'est très bien, parce que l'ONU a déjà qualifié le génocide de 1972 par le rapport de Benjamin Waiteka, qui est sorti le 2 juillet 1985. Et ce qu'on allait demander encore une fois à l'ONU, de pouvoir qualifier ce génocide pour la deuxième fois, comme si les Nations Unies s'étaient trompées. Le rapport est déjà là. Et donc, je ne vois pas pourquoi plutôt le Burundi ne faisait que confirmer ce qui a été qualifié par les Nations Unies. D'ailleurs, même d'autres pays comme la Belgique, qui a la compétence universelle, vous le savez. D'ailleurs aussi par Nixon, le président des États-Unis, via son ministre des Affaires étrangères, Henry Kissinger. Qu'est-ce qu'on veut alors de plus aujourd'hui? Le rapport des droits de l'homme, section Louvain, en Belgique, du 7 septembre 1972, a dit que le génocide des Burundais se fait sous forme hitlérienne. La sévère n'a fait que confirmer ce qui a été qualifié par les Nations Unies et d'autres pays étrangers. Plutôt, le gouvernement du Burundi avait traîné les pieds. Je suis d'accord avec vous. En réalité, même sur le plan du droit, le crime de génocide n'a pas à être décidé par la communauté internationale ou par le Conseil de sécurité ou par les Nations Unies. C'est d'abord les victimes qui doivent prendre les choses en main, se battre pour que ce crime soit reconnu. C'est ce que le collectif des survivants ou des enfants des victimes ont commencé à faire et c'est ce que la sévère vient de confirmer et c'est ce que je suppose le gouvernement du Burundi va faire en allant vers toutes les instances internationales pour que ce génocide soit reconnu et surtout pour qu'on mette en place un tribunal international. C'est là qu'intervient l'ONU en fait, c'est là qu'intervient le Conseil de sécurité, mais autrement sur le plan de la définition et de la qualification, les Burundais sont tout à fait autonomes, sont tout à fait indiqués pour conclure que les événements de 72 étaient bel et bien un génocide. Là, c'est voilà. Sur le plan juridique, on ne peut pas dire. Regardez l'exemple arménien. Ce sont les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants des Arméniens qui se battent aujourd'hui, qui font du porte-à-porte devant les pays étrangers, devant la France, devant la Belgique, aux États-Unis et ailleurs. Ce ne sont pas les Nations Unies parce qu'elles ne peuvent pas le faire pour ne pas effaroucher la Turquie, en fait. Voilà. Les Nations Unies ne veulent pas s'engager pour ne pas effaroucher la Turquie. Et donc, les familles des victimes prennent les choses en main et certains pays ont commencé à admettre le génocide arménien. Et je pense que vous êtes dans cette voie, en fait. Et les pays des Grands Lacs devraient, c'est mon souhait, suivre cette voie pour essayer de briser certaines, de casser les murs qui bloquent les initiatives de vérité.
Alors, une dernière question, monsieur le commissaire. Justement, au niveau des Nations Unies, mis à part les réactions qu'on connaît déjà, les rapports passés, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'écoute? Est-ce que l'ONU a montré une écoute suffisante pour les préoccupations de la CVR et du Burundi? Bon, je dois dire que durant les 3 années que nous avons travaillé sur cette période de 1972, le Burundi, la CVR, n'a pas, n'a pas approché les Nations Unies. Et donc, par conséquent, on ne peut pas dire que les Nations Unies ne sont pas d'accord ou sont d'accord sur ce point-là, parce que ça a été question de notre souveraineté d'abord. Faisons nos enquêtes comme des Barundi et nous allons voir le résultat. Et c'est ce résultat que nous allons donner aux partenaires, dont les Nations Unies. Donc, c'est-à-dire que maintenant, dès que le gouvernement va adopter une loi sur le génocide de 1972, l'étape suivante sera d'approcher les Nations Unies, sera d'approcher les partenaires d'autres pays, d'autres organisations internationales, pour qu'eux aussi puissent adhérer à cette reconnaissance du génocide des Bahutus de 1972. Et voir les relations aujourd'hui qui se rétablissent, les relations diplomatiques qui se rétablissent entre le Burundi et d'autres pays, et les Nations Unies d'ailleurs, on a vraiment espoir que le chemin ne sera pas long. Vraiment, au nom des auditeurs de la Voix des Grands Lacs, je tiens à vous remercier beaucoup pour les explications que vous nous avez données. En tout cas, la décision de la CVR, Commission Vérité et Réconciliation du Burundi, a démontré plusieurs choses. Un, il ne s'agit pas d'un exercice de revanche ou de vengeance. C'est un exercice de vérité. La vérité a été dite par des gens de tous horizons. L'inclusivité de la commission le démontre. Ce n'est pas une commission pour pendre les gens au écourt. Vous ne représentez pas la justice burundaise, en somme. Vous avez fait un travail de vérité, un travail de réconciliation à terme. Et cela représente, je crois, un espoir pour toute la région des Grands Lacs où il y a eu des drames et même plusieurs génocides qui ne sont pas encore reconnus. Il faut espérer vraiment que le modèle burundais vienne justement constituer ce modèle, que les autres pays de la région, que ce soit le Congo, le Rwanda et même les autres voisins, dont ils pourront s'inspirer pour justement eux aussi dessiner le chemin à travers lequel ils vont cheminer justement pour réconcilier leur peuple. Et je tiens à vous remercier beaucoup pour cet éclairage que vous nous avez apporté. Ce n'est pas terminé, nous viendrons à vous chaque fois qu'il y aura des explications à avoir de votre part. Et si vous avez 2 minutes encore, vous pouvez envoyer un message au peuple burundais ou à vos collègues de la CVR ou au peuple de la région. Bon, je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur, d'abord pour avoir créé cette opportunité pour pouvoir expliquer les résultats, expliquer le processus de ces résultats. Je remercie d'abord les Burundais en général, qui ont pris le taureau par les cornes afin de témoigner sur des événements malheureux qui ont eu lieu au Burundi en 1972, il y a à peu près 50 ans aujourd'hui. Là, c'est vraiment la contribution, le résultat d'hier est une contribution de tous les Burundis qui sont au Burundi et même qui sont à l'étranger.
nous avons eu des témoignages et des gens qui sont à l'étranger, en France, en Belgique, aux États-Unis. Certains ont envoyé des témoignages et d'autres sont venus au Burundi donner leur témoignage auprès de la CVR. Donc, c'est une façon aujourd'hui de leur dire merci et de leur demander de continuer à apporter des preuves de l'histoire parce que la CVR est en train d'écrire l'histoire pour les générations. Et moi, je lancerai un appel aux gens qui me regardent aujourd'hui, aux Burundais d'abord, aux gens de la région des Grands Lacs, spécialement les Congolais, les Rwandais, qui ont des problèmes similaires que les Burundis, de pouvoir cette fois-ci emprunter un chemin pareil, parce que c'est un chemin qui mène vers la réconciliation. Ce n'est pas une vérité de la vendetta. Ce n'est pas une vérité pour accuser, ce n'est pas une vérité pour trancher et punir. C'est plutôt une vérité pour guérir. J'en conviens, cette vérité, ça a été comme un abcès qui a été crevé. Et ça fait mal. Je sais que ça fait mal, mais il faut accepter que cet abcès soit crevé afin de pouvoir guérir l'abcès qui se trouve au niveau du pied. S'il n'est pas crevé, on ne peut pas marcher. Nous allons bientôt pouvoir marcher sur nos pieds, nous empêcher de marcher vers l'avant. Et maintenant que l'abcès est crevé, c'est la vérité qui vient d'être mise à nu. Les Barundi, Bahutu, Batutsi et les Batois, ensemble, vont marcher sur le chemin de la réconciliation. Et je dois le dire, la vérité qui vient d'être présentée au niveau du Parlement, c'est une vérité qui réconcilie. C'est une vérité qui met ensemble les Barundi et qui les aide à tourner la page sombre, afin d'ouvrir une page de réconciliation et de développement durable, parce que sans réconciliation, on ne peut pas espérer un développement durable. Écoutez, une fois encore, je vous remercie beaucoup et je ne saurais vraiment suffisamment dire merci à vous-même et à la CVR de nous avoir finalement guéri de cette… Parce que j'étais à Bujumbura en 1972, hein, j'ai tout vu, j'ai tout entendu. Et chaque jour, je pense à ces événements. Donc, vous avez fonctionné comme des docteurs, comme des médecins, pour guérir les plaies des victimes d'abord. Ça, il faut vraiment rendre hommage à la CVR pour ce que vous avez fait. Les exhumations, parfois, je n'osais pas regarder parce que je savais que ça existait, mais je ne voulais pas regarder les exhumations des corps. Je connaissais certaines des victimes. J'imaginais en tout cas que ça pouvait être César ou Aloïse ou Emmanuel ou un autre de mes camarades du campus qui ont été fauchés par le régime Michombero. Et donc, c'est un travail qui constitue un modèle de vérité et de réconciliation. Et comme vous l'avez dit, il faudrait que les pays de la région puissent s'en inspirer, non pas que le Burundi veuille donner la leçon à qui que ce soit, mais c'est un travail qui est unique, qui n'est pas… surtout que vous l'avez fait en tant que Burundais. Ouais. Ce n'est pas un exercice qui a été fait par des Américains, des Belges, des Français ou autres, c'est les Burundais eux-mêmes, toutes ethnies confondues, qui ont fait ce travail de vérité et de mémoire. Eh bien, vraiment, je vous remercie beaucoup et à très bientôt, peut-être pour parler des détails de la décision qui a été annoncée hier. Parce qu'il est important aussi que les gens sachent ce que contient la déclaration solennelle faite par la CVR devant le Congrès le 20 décembre 2021. Eh bien, je vous remercie beaucoup et à très bientôt, Monsieur Tongwanayo. C'est moi qui vous remercie.